L'énergie, ça coûte cher, c'est sûr. Mais Justine aussi, elle abuse. Elle allume la lumière, écoute de la musique, traîne sur l'ordi, elle cuisine, prend des douches chaudes, passe l'aspirateur. Qu'est-ce qu'elle consomme? Et pour ses contrats de gaz et d'électricité, elle est toujours chez les fournisseurs historiques, les plus connus. Alors que depuis 2007 et l'ouverture du marché à la concurrence, elle aurait pu changer, aller voir ailleurs si c'était mieux et moins cher surtout. Mais non, elle est restée, comme presque tout le monde d'ailleurs. Alors, est-ce que depuis 2007, vous avez changé de fournisseur de gaz ou d'électricité? Ah non, je crois pas, non. Non, vous n'êtes pas sûr? Si, je suis sûre qu'on n'a pas changé. Non. 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 J'ai pas changé. Non. Absolument pas. Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude et que c'est simple de rester avec le même fournisseur. Je vois pas l'utilité. Vous êtes un homme fidèle. Oui, exactement. J'ai un peu peur des autres fournisseurs, en fait, pour vous dire la vérité. Ça fait longtemps, ça fait des années, on a grandi avec ça, donc du coup... Vous êtes un peu attaché. moi j'ai toujours entendu EDF, donc pourquoi aller ailleurs si ça convient, quoi. Donc voilà. Bah pourquoi pas? Surtout qu'aujourd'hui, il y a du choix. 10 fournisseurs pour l'électricité et 8 pour le gaz. La concurrence, quoi. Et du coup, côté tarif, le choix aussi s'est élargi. Mais attention, c'est complexe. D'un côté, on a le tarif dit réglementé qui est fixé par l'État. Pour l'électricité, c'est EDF qui le propose, et pour le gaz, c'est Engie, ancien GDF. De l'autre côté, on a les tarifs à prix de marché qui sont fixés librement par les fournisseurs. Et ces derniers, on les trouve chez les nouveaux opérateurs, mais aussi chez les deux anciens. La gestion des réseaux, en revanche, elle est restée la même pour tout le monde, avec ERDF pour l'électricité et GRDF pour le gaz. Justine, elle, comme 90% des Français, elle est restée fidèle. Elle paye son électricité à EDF et son gaz à Engie. Alors elle est allée voir des experts en facture d'énergie pour savoir si elle n'aurait pas intérêt à aller voir ailleurs. Alors Xavier, j'ai apporté mes factures donc de gaz et d'électricité. Et j'aimerais bien savoir en fait si je suis un pigeon ou pas. Est-ce que je dois changer de fournisseur ou est-ce que non, ça va, c'est très bien ce que j'ai. D'accord. Alors écoutez, on va peut-être commencer par le gaz. Alors vous m'avez dit que vous étiez chauffé au gaz naturel. Oui. Vous avez une consommation faible à 3766 kWh de gaz naturel seulement sur l'année. Donc c'est une consommation qui correspond plutôt à un petit logement ou à un comportement de consommation économe. Voilà. Et on va pouvoir donc comparer les prix. D'accord. Donc on va regarder l'offre, là en l'occurrence la moins chère, ce serait l'offre gaz de l'Empiris. Donc au niveau de la grille tarifaire, sur le prix du kilowattheure TTC, donc vous êtes aujourd'hui à 0,05 € 915, donc 5 centimes 915 par kilowattheure, et vous pourriez descendre à 4 centimes 88. Donc oui, vous avez effectivement intérêt à changer de fournisseur. Et pour l'électricité aussi, Xavier a trouvé un peu moins cher. Vous avez consommé en un an 477 kWh, donc c'est très peu. C'est encore une fois une consommation économe chez vous. Le moins cher à ce moment-là, ce serait l'offre de Planet Oui. Planet Oui, c'est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable qui est compétitif sur les petites consommations comme les vôtres. Donc là, d'après ce comparatif, j'ai intérêt en fait à changer de fournisseur et pour le gaz et pour l'électricité. Oui. Effectivement, là, vous avez intérêt à changer pour les deux. De façon générale, il y a très souvent moins cher. Il y a très peu de consommateurs qui ont le moins cher dans les deux cas, bien sûr. Et comment ça se fait? Comment ça se fait? Bien parce qu'on a encore à peu près la moitié des Français qui ne savent pas qu'on peut changer de fournisseur d'énergie. On a aussi le poids de l'habitude, de la notoriété également des fournisseurs historiques, qui fait qu'en France, on n'est pas encore habitué à spontanément aller comparer et changer de fournisseur, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Car il y a des économies à faire. Justine, sur une année, elle économiserait 39 € pour le gaz et 14 € pour l'électricité. Donc 55 € au total sur sa facture d'énergie. Et Justine, c'est une toute petite consommatrice. Le changement de fournisseur, c'est évidemment plus intéressant pour des gens qui ont des grandes surfaces. Et du coup, ouais, les économies pour ces gros consommateurs sont de l'ordre de 150 à 250 € d'économie par an. Quand même. Eh oui, quand même. Et si, comme Justine, vous voulez voir s'il n'y a pas moyen de faire quelques économies, pas besoin de prendre rendez-vous avec Xavier. Son comparateur est disponible gratuitement en ligne. Et il y a aussi le comparateur des pouvoirs publics ou encore celui d'une association de consommateurs, mais il est réservé aux abonnés. Du coup, Justine, elle les a tous testés, c'était marrant. Putain, je paye plus cher que le tarif réglementé quand je me fais entuber dans tous les sens. Alors, pour ne plus se faire avoir, et surtout pour comprendre, elle est allée voir le fournisseur qui propose une super réduction sur les tarifs de gaz. Celui qui est arrivé en tête du classement avec le comparateur de Xavier. Alors 12% moins cher, c'est hyper intéressant. Comment ça se fait qu'il y ait la moitié des Français qui ne vous connaissent pas? Parce qu'on ne dépense pas beaucoup en publicité. Nos gros concurrents, là, ceux qui ont le nom d'une chanson des Stones, dépensent, je crois, environ 80-100 millions d'euros de publicité par an. Nous, on ne fait pas beaucoup de publicité.
on a des marges plus faibles, on est une équipe plus réduite. Et je ne pense pas qu'on achète le gaz moins cher que nos concurrents qui sont tous plus gros que nous, ou alors ce serait assez surprenant qu'ils aient des acheteurs moins forts que ceux de l'Empiris. Tout le monde a le même transport de gaz, le même stockage de gaz et la même distribution de gaz. C'est-à-dire que le compteur ne change pas, les tuyaux restent les mêmes, les personnes qui font les relèves restent les mêmes, le stockage reste le même, tout ça, ça reste un service public. Et donc là, il y a des prix catalogues, donc c'est le même prix pour tout le monde. Donc ce qui change, c'est à combien on achète le gaz, quelle marge on met et combien ça nous coûte de le vendre. Des fournisseurs qui défendent leur beefsteak, c'est l'effet concurrence, forcément. Mais si pour le gaz, la concurrence elle a eu un impact, pour l'électricité, c'est moins flagrant, selon François, qui a suivi l'évolution du marché pour les consommateurs. Dans le domaine de l'électricité, la libéralisation en France n'avait pas beaucoup de sens, parce que EDF a quand même un avantage sur tous les autres, c'est l'outil de production nucléaire, qui en l'état permet quand même de produire pour moins cher. Donc du coup, les opérateurs alternatifs proposent des tarifs qui sont à peine inférieurs à ceux d'EDF. Et du coup, les gens restent chez l'opérateur qui arrive à faire passer des tarifs à la hausse. Donc là, ici, la libéralisation n'a pas fonctionné. Par contre, pour le gaz, la libéralisation, elle fonctionne un peu plus, notamment depuis 2 ans, parce que là, ici, GDF n'a pas l'avantage qu'a EDF. Il s'approvisionne en gaz comme le font les alternatifs, auprès des Norvégiens, des Russes ou des Algériens. Donc il n'a pas cet avantage. Et là, des alternatifs, en étant un peu low cost, peuvent proposer des offres qui, cette fois, sont 10% moins chères. Et donc là, les gens sont de plus en plus tentés par des alternatives dans le gaz et la libéralisation fonctionne un peu mieux. Bon, Justine, elle est motivée, elle se dit que le changement, c'est maintenant. Sauf qu'en fouillant dans ses papiers, elle est tombée sur un courrier de son fournisseur de gaz, lui annonçant la reconduction de son contrat pour 2 ans, donc jusqu'en 2017. Et elle a trouvé une phrase un peu chelou, alors elle l'a montrée à François. Eh bien, en fait, ce courrier est ambigu, parce que si effectivement la personne qui a choisi une offre de marché, elle change pour une autre offre de marché, là, il peut avoir des frais. D'accord. Par contre, si elle décide de revenir au tarif réglementé, elle n'a pas un délai de 3 mois pour y revenir, elle peut y revenir quand elle veut et sans frais. Ouais, c'était pas très clair. Justine, elle est donc allée demander des explications au siège de l'opérateur en question. Bonjour. Excusez-moi, je suis cliente chez vous et en fait j'ai reçu un courrier que je comprends pas. Du coup, j'aurais souhaité voir quelqu'un. Malheureusement, vous êtes au siège et vous pouvez voir personne en fait. Toute cette grande tour, il n'y a personne. Bon, personne descend, mais ils ont quand même prévu le coup pour les clients pas contents. On a orienté Justine vers une petite salle avec un téléphone pour appeler le service client. Oui, le même qu'on peut appeler de chez soi. J'ai dépassé les 3 mois, du coup je vais devoir payer combien si je résilie? Donc il n'y a pas de frais que vous résiliez, que vous changez d'offre ou que vous partiez à la concurrence. D'accord, mais alors pourquoi sur les courriers on nous fait peur en disant délai de 3 mois Donc vous n'en tenez pas compte de ce délai, hein. Donc là par contre, là, c'est sûr, donc il n'y a pas de frais. Hein. Faut pas que je tienne compte du délai de 3 mois? Non, voilà. Mais Justine en a profité pour en savoir un peu plus sur son contrat. Parce que quand elle a déménagé, son fournisseur historique lui a proposé de quitter le tarif réglementé pour une offre de marché, dont le prix est dit fixe pendant 2 ans. Et Justine, elle a dit oui, sans trop savoir pourquoi. Donc en fait, on s'engage à bloquer le prix de l'abonnement et du kilowattheure pendant 2 ans. Et en fait, quand vous dites un prix fixe, tout est fixe, il n'y a rien qui bouge. Ah bah donc en fait l'abonnement n'augmente pas, puisque donc c'est dans la main dessus, le prix du kilowattheure n'augmente pas. Ensuite tout ce qui est taxe ou TVA, donc en fait c'est l'État qui décide, donc il peut y avoir des variations. Ah d'accord, tout n'est pas fixe. Et non, donc on s'engage à bloquer donc, le prix de l'abonnement et du kilowattheure. Les offres à prix fixe sont fixes sur le prix hors taxe, mais vous pouvez avoir des augmentations de taxes. Or, si vous prenez l'électricité, tous les ans, une taxe qui s'appelle la CSPE augmente dans des proportions significatives, notamment pour financer le développement des énergies renouvelables. Et cette augmentation de taxes, elle impacte aussi bien les consommateurs d'offres à prix fixe que les consommateurs d'offres à prix indexé ou au tarif réglementé. Du coup, et comme cette taxe représente à peu près 1/3 de la hausse des prix de l'électricité à moyen terme, on comprend bien que les offres à prix fixe sont fixes jusqu'à un certain point, quoi. Pour notre spécialiste de l'énergie, choisir une offre à prix fixe, c'est pas forcément un bon plan, notamment sur le gaz. Si jamais les tarifs réglementés du gaz, par exemple, sont amenés à baisser, votre prix restera au même niveau, alors que les tarifs réglementés du gaz en parallèle auront diminué, et donc vous pouvez vous retrouver à payer un prix plus cher que les tarifs réglementés. Notamment sur le gaz, on dit bien attention, c'est un pari. Peut-être que les tarifs réglementés du gaz baisseront, auquel cas vous y perdrez. Si jamais au contraire les tarifs réglementés du gaz augmentent, là vous y gagnerez. Justine, elle a un contrat à prix fixe sur 2 ans. Donc pendant 2 ans, sa facture ressemblera à une ligne plutôt droite.
Au début, elle est contente. Elle paye moins que Chloé, qui a un contrat au tarif réglementé, celui de l'État. Mais si l'État décide de baisser les tarifs réglementés, le contrat de Chloé deviendra plus intéressant que celui de Justine. Du coup, elle fait la gueule, Justine. La plus contente, c'est Alex, qui a choisi une offre à prix indexé au tarif réglementé. Une offre qui garantit de payer moins cher que les tarifs de l'État. Si on veut avoir la garantie de payer toujours moins cher que les tarifs réglementés, mieux vaut prendre une offre à prix indexé qui dit vous aurez toujours un prix du kilowattheure X% moins cher que les tarifs réglementés, sans limite de temps. Justine, elle aurait bien aimé payer moins cher, mais quand elle a déménagé et que son fournisseur de gaz lui a proposé une offre à prix fixe à la place du tarif réglementé, elle lui a fait confiance. Pour Frédéric, qui bosse sur l'énergie dans une association de consommateurs, ce fournisseur historique, il profite un peu de sa situation d'ancien monopole. Vous, en tant que consommateur, et vous en êtes l'exemple parfait, c'est qu'aujourd'hui, vous avez choisi une offre dans le tarif libre, qui n'est pas en fonction du prix, mais en fonction de ce que GDF a bien voulu vous proposer. Alors même qu'il y avait pléthore d'offres contractuelles tarifaires, certainement plus intéressantes. Donc aujourd'hui, si aussi les consommateurs ont du mal à changer vers un opérateur alternatif, c'est aussi à cause de la méconnaissance qu'ils en ont, mais aussi à cause de pratiques anticoncurrentielles dont se rendent victimes les fournisseurs historiques. On a demandé une interview aux deux fournisseurs historiques pour savoir si c'était pas un peu schizo de proposer des offres réglementées et des offres de marché, mais ils n'ont pas souhaité s'exprimer. C'est dommage parce que Justine, elle avait plein d'autres questions à leur poser, notamment sur ce qu'elle paye. Et oui, la plupart du temps, les factures s'établissent sur une consommation estimée, et pas sur sa consommation réelle. Et ça, chez Que Choisir, ça les agace. Je dirais le principal problème dans les contrats de fourniture qu'on a pu étudier au moment où on a lancé notre action était le problème des index. En fait, les contrats tendaient à ne prendre en compte que l'index estimé par le gestionnaire de réseau, aussi bien au moment de la souscription du contrat, de la bascule entre l'ancien et le nouveau fournisseur, qu'au moment de la résiliation, ou même qu'en cours de contrat, vous savez, au fur et à mesure des différentes facturations. Donc on avait souvent des index estimés, souvent complètement donc, du coup, décorrélés de la réalité de la consommation du consommateur et qui entraînaient des rattrapages tarifaires, enfin vous savez, jusqu'à 2 ans en arrière, qui pouvaient être très importants et très pénalisants pour les consommateurs. Imaginez, vous avez une consommation estimée à 100 € par mois. Bon ok. Sauf que votre fournisseur traîne à faire un relevé réel. Quand il le fait au bout de 2 ans, il s'aperçoit que votre consommation est plutôt de 200 € par mois. Et bim, rattrapage. Vous lui devez 2400 € à payer dans les 15 jours. C'est agaçant. Et contraire aux directives européennes. Les directives européennes tendent plutôt à imposer aux États une réglementation assez drastique qui dit on doit facturer à des intervalles suffisamment courts sur une consommation réelle, afin de permettre au consommateur de maîtriser réellement sa consommation et lui donner les outils. D'accord. Parce que là, c'est tous les 6 mois. Et même pas, parce que là, c'est dans le meilleur des cas, tous les 6 mois, mais c'est pas du tout systématique. C'est un problème, d'autant que les estimations des fournisseurs d'énergie, elles sont pas toujours au top. Justine, elle en a appelé plusieurs pour jouer avec eux à combien je consomme à votre avis. Je passe un choix d'électrique, gaz, gaz de ville. Oui. Et le chaude. La surface habitable du logement, c'est un appartement ou une maison individuelle? Un appartement. On estime votre consommation 1032. Ma consommation d'électricité? Oui. D'accord. Non, mais c'est juste que votre estimation, elle est 2 fois plus importante que ma consommation réelle, c'est pour ça. Et ils font au pif, là, c'est pas possible. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour la validation de votre contrat? Non, du coup, je vais réfléchir. Je vous remercie, madame. Et pour le gaz, ils sont meilleurs? Alors, la consommation est estimée à 5129 kWh. Alors, je m'excuse, mais votre estimation, elle est un peu chelou parce que je paye... moi, je consomme 3700 kWh par an. C'est quand même moins. Du même logement? Pardon? On parle bien du même logement? Ah oui, oui. Je ne mets pas vos paroles en doute. Ah oui, moi, je consomme moins que ça. Hein. Voilà, sinon, pour éviter tout ça, vous pouvez choisir un paiement par chèque. Vous payez ce que vous consommez exactement. Bah oui, parce que c'est con de payer plus alors que je consomme moins, non? Oui. Bah oui. Justine, elle est pas hyper convaincue par les estimations. Du coup, maintenant, ses factures, elle va les regarder plus souvent. Vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une grosse différence entre l'estimé et le réel. Vous appelez la facturation qui, elle, vous fera une facture de régularisation sur le mois d'après. Donc en fait, c'est à vous de rester vigilant sur la consommation. Nous, on ne peut pas être derrière vous. Enfin, on peut vous accompagner en fonction de toutes vos questions relatives à nos offres, ou aux contrats, ou vos factures. On ne peut pas venir chez vous pour relever. Donc c'est à vous, après, de surveiller ce que vous consommez réellement. Et à vous de surveiller ce qu'on vous estime. Ah ok, c'est à nous d'être vigilants.
Mais parfois c'est pas possible. Si votre compteur tombe en rade par exemple, et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, le fournisseur d'énergie a trouvé un moyen d'estimer votre consommation. C'est prévu dans votre contrat d'ailleurs, mais pour Frédéric, on n'est pas loin de la clause abusive. En cas de dysfonctionnement de compteur, la quantité livrée est une quantité corrigée, déterminée à partir des quantités livrées sur des personnes similaires, donc en gros l'historique de consommation, pour dire vous avez consommé en 1999 tant, donc en 2001 j'applique tant. Ou à défaut des profils de consommation, donc analogues, c'est-à-dire des profils qu'ils auraient choisis eux-mêmes. Ils se octroient un droit de facturer unilatéralement le consommateur alors qu'il n'y a aucune preuve de la consommation réelle, ce qui est quand même une vraie absurdité juridique. Alors en cas d'absurdité juridique ou de rattrapage vénère, vous pouvez toujours râler chez vous ou insulter votre fournisseur. Mais vous pouvez aussi aller voir le médiateur de l'énergie. Et oui, ça existe. Et il faut bien avouer, depuis l'ouverture à la concurrence, il a du taf. Autant comme l'énergie était un service public historique, c'est devenu un service de consommation, un bien de consommation. Et vous savez que sur tous les biens de consommation, à chaque fois, il faut toujours se méfier de l'arnaque, il ne faut pas utiliser d'autres termes, ça existe. En France, il y a 35 millions de contrats d'électricité, par exemple, que nous recevons ici 15 000 plaintes. Mais nous voyons juste l'écume. C'est-à-dire les plaintes qui n'ont pas trouvé de solution dans les services consommateurs des opérateurs. C'est la règle, c'est très bien. Et sans doute que beaucoup de consommateurs ne se plaignent pas alors qu'ils auraient des raisons. Et donc si on a un problème, on vous appelle? Alors, pas directement. Pas directement. Quand vous avez un problème, vous devez déjà solliciter le service consommateur de l'entreprise qui vous a vendu l'énergie. Ça, c'est la première chose. Et si vous ne pouvez pas résoudre le problème avec eux, là oui, effectivement, vous vous tournez vers le médiateur national de l'énergie, qui retournera vers eux en leur disant « Regardez bien le dossier quand même », parce que parfois on se dit « Mais c'est pas possible qu'ils aient pas réglé ce dossier-là, quoi. » Et puis ensuite, eh bien, on fera une recommandation si ça n'avance pas. Pour éviter les problèmes et pour pas être dérangé sans arrêt, le médiateur, il a quelques conseils pour nous. Il y a un minimum de règles qu'il faut respecter au départ. C'est d'abord vérifier que le contrat est bien adapté à ce qu'on fait. Il faut rapidement regarder ses factures. Il faut aussi être capable peut-être de regarder mois à mois ses consommations. Et puis, quand on a les moyens, ou quand on peut, ou quand on est propriétaire, la réponse, c'est l'isolation du bâti et la bonne gestion des consommations d'énergie électrique, mais de gaz aussi. Veillez à ne pas trop gaspiller d'énergie, on n'est pas contre. Le problème, c'est que depuis l'ouverture à la concurrence, la facture d'électricité et de gaz a augmenté en moyenne de 35%. C'est pas rien. Alors Justine, elle a décidé de payer moins cher grâce aux achats groupés. L'association Famille de France a lancé une initiative cette année. L'idée, rassembler un maximum de consommateurs. L'achat groupé, se regrouper ensemble, faire bloc et faire masse, automatiquement nous permet davantage de discuter, de négocier auprès des fournisseurs. Et les fournisseurs de ces conditions font baisser les prix, on le voit bien, de façon significative. L'initiative a rassemblé 66 000 personnes. Et au final, les consommateurs ont bénéficié d'une réduction sur leur facture de 10 à 14%. Justine, elle a senti le bon plan. Du coup, elle s'est inscrite et elle a pu profiter d'une offre valable 1 an. Résultat, 79 € d'économiser. Bon, c'est cool pour Justine, mais pour l'association, face au coût de l'énergie, faire baisser les coûts, c'est une urgence. Aujourd'hui, en fonction des difficultés budgétaires, beaucoup de familles ne peuvent plus se chauffer. Donc il est nécessaire de bien réfléchir à une énergie qui ait son juste coût, son vrai coût, mais qui ne soit pas trop cher pour les familles. C'est-à-dire que l'ensemble des familles, quel que soit leur revenu, eh bien, puissent se chauffer, puissent avoir de l'eau chaude, puissent avoir l'énergie nécessaire au bon fonctionnement du foyer. Oui, car après tout, allumer la lumière, écouter de la musique, cuisiner, prendre des douches chaudes, tout le monde y a droit en fait, il n'y a pas que Justine.